Donc bonjour à tous. D'abord, pour commencer la table ronde, donc on va excuser Philippe Baranski qui n'a pas pu être présent, petit souci de TGV du matin. Mais bon, peut-être qu'il sera là en fin de table ronde avec un petit peu de chance. Donc aujourd'hui, on est venu parler d'assurance santé, donc que ce soit des complémentaires, individuelles, collectives ou de la prévoyance. Donc c'est un secteur qui est transformé par pas mal de facteurs conjoncturels, de facteurs structurels, que ce soit la réglementation, le contexte économique qui est compliqué et qui a un impact très fort, mais aussi sur les évolutions sociétales, le vieillissement de la population ou encore la montée en puissance des indépendants au sein du secteur économique français. Donc tous ces facteurs qui ont largement impacté cette assurance santé. Donc on va venir parler avec Yasser, David et Daniel, justement de tout ce qui a pu transformer, que ce soit des innovations technologiques, mais aussi finalement besoin de se transformer par rapport au modèle économique. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Daniel Goldman, je suis country manager pour la France d'Insify. On est une insurtech spécialisée dans la distribution à destination des indépendants et des TPE. Donc on est actif sur 3 marchés, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, et la France depuis début mai 2023. Bonjour à tous, Yasser Choukri, je suis DG, cofondateur de la société Fast. Et nous, on a développé une plateforme SaaS qui permet de digitaliser les parcours de distribution des produits d'assurance. Bonjour à tous, David Dumalatac, je suis responsable de l'équipe de Customer Success en charge du suivi des solutions santé et prévoyance de Shift Technologies. Et chez Shift, on édite des solutions informatiques pour aider les assureurs à prendre des meilleures décisions avec de l'intelligence artificielle, et notamment autour de la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et toute la chaîne d'automatisation de gestion des sinistres et prestations. Donc, messieurs, on disait qu'effectivement, l'assurance santé est largement impactée. Et le premier impact, ça a été certainement l'évolution de la réglementation ces dernières années. Et je pense que vous étiez tous d'accord quand on préparait la table ronde pour dire que finalement, ce qui a certainement impacté en termes de réglementation le plus le secteur, c'est certainement la loi ANI et aussi la PSC. Yasser, je te laisse commencer sur... En tout cas, les sujets d'actualité de nos clients, c'est ça. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la santé, donc en 2013, il y a une loi qui a fait que tous les employeurs étaient obligés d'équiper leurs salariés en contrat collectif. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un pan de la santé individuelle qui a basculé vers la santé collective. Et puis en ce moment, il y a ce qu'on appelle la PSC, donc la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, où le pan des fonctionnaires va aussi passer d'une santé individuelle vers une santé collective. Et donc du coup, ça bouleverse complètement le marché parce que le collectif par rapport à l'individuel, c'est pas le même modèle économique, c'est pas la même manière de distribuer, c'est pas les mêmes outils de gestion. Et donc du coup, ça bouleverse pas mal les acteurs, en particulier les mutuelles de fonctionnaires qui faisaient que de l'individuel auprès des fonctionnaires, qui ont un énorme enjeu de transformation. Et donc finalement, ne reste, entre guillemets, que les TNS et les retraités qui restent sur la partie santé individuelle. Et bien sûr, la prévoyance qui est un peu oubliée, mais qui laisse un potentiel important, et pas mal d'acteurs qui, en tout cas de nos clients, essaient de se diversifier pour développer plus de prévoyance en complément de la santé où ils étaient légitimes. Vous voulez compléter, David, Daniel ? Peut-être sur le volet un peu plus technologique et sécurité, c'est vrai que la PSC, nous on le voit, impose certaines règles de traitement qui nous obligent un peu à repenser nos solutions pour évaluer le risque, faire des contrôles de fraude. Donc l'impact, il est aussi pas tant dans l'innovation des nouveaux modèles, mais c'est plutôt comment on va répondre à ces réglementations. Donc je pense que là, on est à peu près tous concernés dès qu'il s'agit de traiter des données de santé et des données personnelles dans un secteur qui est particulièrement sensible, couvert par le RGPD et d'autres réglementations. Oui, tu parlais aussi souvent de souveraineté, de cloud souverain qui devient une obligation. Exactement, pour les ministères plus sensibles, effectivement, il y a des sujets autour de l'hébergement des données par des opérateurs reconnus comme des opérateurs franco-français, ou alors qui peuvent s'associer avec des consortiums pour être reconnus comme un cloud souverain. Et donc c'est vrai que ça
ça oblige à repenser un petit peu nos manières de stocker les données. Et voilà, ça va donc impacter les prestataires et les éditeurs comme nous le sommes. Daniel, quelque chose Non, juste peut-être pour compléter ce que disait Yasser, c'est vrai que d'un point de vue de distribution, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment eu un marché qui s'est scindé en deux, la collective d'un côté, et c'est vrai que le marché de l'individuel, sur lequel j'essaie de revenir un petit peu plus aujourd'hui, est a moins de solutions, et il concerne vraiment deux niches aujourd'hui qui sont les indépendants, au TNS, au freelance, on peut les appeler comme on veut, et le marché des seniors. Et finalement, sur ces marchés-là, la réglementation, les derniers changements de réglementation qu'il y a eu n'ont pas eu un impact, sur le marché individuel en tout cas, n'ont pas eu un impact très très fort. Oui, ce qu'on disait, c'est que finalement, autant la PSC et la loi NIM ont vraiment eu un impact, mais la loi Hamon, pas tant que ça en fait sur la partie résiliation. Non, c'est vrai que la possibilité de résilier plus facilement son contrat, ça a donné une facilité, ça change un petit peu peut-être le moment de la première souscription, mais dans les faits, on n'a pas vu un taux de résiliation augmenter drastiquement depuis que cette loi est passée. Finalement, si on se revient, je reviens une fois sur le marché des TNS, la loi qui a eu le plus d'impact, c'est la loi Madelin, et ce n'est pas une loi d'assurance, c'est vraiment une loi qui permet de faire des économies fiscales. Donc dans la loi Hamon, forcément un petit, mais un impact très limité. Oui, après, même si Philippe n'est pas là, on va quand même porter un petit peu sa parole, parce que Yasser, tu disais qu'effectivement, que ce soit Annie, notamment Annie, ça a vraiment redistribué les cartes en fait, du marché de l'assurance santé avec l'obligation de la complémentaire portée par l'employeur. Mais malgré tout, Philippe disait que les assurances individuelles se portaient quand même bien, et aussi la prévoyance. C'est ça, en fait, il y a encore de la place pour de la surcomp individuelle, soit séparée, soit dans le contrat, mais donc du coup ça pose des problèmes de noémisation, mais il y a encore des besoins là-dessus, et c'est vrai que la prévoyance, on parlait des TNS, il y a un TNS sur deux qui n'est pas couvert en France. Malheureusement, la plupart des Français pensent que la Sécu va couvrir tout, et que du coup ils sous-estiment en tout cas en tout cas pour les TNS, que leur régime de base il est relativement faible par rapport à celui des salariés, et qu'ils doivent se couvrir en prévoyance. Et le vrai risque que les gens ne voient pas, c'est le complément de salaire qu'on n'a pas quand on ne travaille pas, en fait, finalement. En fait, c'est un peu... voilà, nous on est des spécialistes, on le sait, mais sur le grand public, il voit qu'il est malade, mais il ne se rend pas compte que la principale conséquence, ce n'est pas tant l'hospitalisation ou les médicaments, c'est le complément de revenu qu'il n'a pas à ce moment-là. C'est encore plus vrai pour les TNS. Donc en dehors de la partie vraiment réglementaire qui a poussé le secteur à se transformer, il y a aussi la partie économique, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec les remboursements, le fait que les assureurs soient de plus en plus amenés à contribuer sur le remboursement de la santé, il y a une problématique de maîtrise de coûts qui est quand même essentielle pour le secteur. Et ce qu'on disait en préparant la table ronde, c'est que finalement, un des leviers possibles pour pallier ces contraintes-là, c'était la personnalisation des offres, voire même l'hyper-personnalisation. Et Daniel, toi particulièrement, tu as expérimenté dans... Oui, c'est vrai que surtout sur la partie santé, on s'adresse, nous, aux indépendants en TPE, donc forcément la mutuelle pour les TNS est un véritable sujet. Le plus gros levier qu'on a, en fait, c'est de réduire la complexité. Sur certains produits, donc parfois on est MJ, donc on conçoit ou co-conçoit nos produits, que ce soit surtout en prévoyance et un peu en santé. On a décidé de se concentrer principalement sur les garanties essentielles. Sur ces garanties essentielles, de donner un excellent niveau de protection, tout en essayant de garder un coût abordable. Alors forcément, il faut essayer de, à un moment, chercher l'équilibre, parce que si on donne des garanties essentielles avec un super niveau de protection, et en même temps on veut un bon prix, il y a un problème. Donc l'équilibre, on l'a fait en faisant certains choix de limiter ou de réduire certaines fonctionnalités annexes, certaines garanties annexes, pour se concentrer vraiment sur ce qui était l'essentiel. Et puis ensuite, surtout
en ligne ou par le biais même des extranets, enfin de façon digitale, aujourd'hui on peut poser des meilleures questions. On peut obtenir donc des meilleures réponses, on peut avoir une meilleure analyse du coût du risque. Et on entend souvent parler, notamment sur les TNS, de est-ce qu'il faut une offre low cost. Moi je pense qu'il ne faut pas une offre low cost ou low qualité. Il faut un prix juste cost. Il faut arriver à se concentrer sur les garanties dont ils ont vraiment besoin, leur donner leur bon niveau et laisser au choix au client de s'il veut avoir plus, de prendre plus, mais de maîtriser comme ça la complexité. Ça permet derrière de réduire le coût. Ça permet à l'assureur aussi de gérer moins de garanties parfois et moins de fonctionnalités. Et donc voilà, à la fin c'est gagnant-gagnant. Et puis surtout sur le marché des TNS, Yasser le disait, il y a la moitié aujourd'hui du marché qui n'est pas assuré. Donc ça permet aussi parfois de créer un panier qui est peut-être plus petit que le panier moyen qu'on peut avoir d'habitude en santé, mais de faire une vente. Ce qui est toujours mieux, vaut mieux faire une plus petite vente et faire une vente que pas en faire. Moi, de votre côté, ce qu'on voit aujourd'hui, on a une trentaine de produits dématérialisés dans la plateforme en termes de souscription. La tendance, c'est deux choses. Plus d'offres très simples à gérer, très simples à comprendre. Donc vraiment un choix de dire je fais que 3 formules. Et on voit que la formule la plus basse, elle a un peu plus de succès en ce moment. Donc ça, c'est une première tendance. Et la deuxième tendance, c'est vraiment l'hyper-personnalisation ou et on voit de plus en plus des produits santé avec des millions de combinaisons parce que c'est notre stratégie pour essayer de pouvoir s'adapter au plus près des besoins des clients. Donc c'est vraiment ces deux tendances-là où voilà, produits simples et avec 3 formules, avec encore une fois dans les 3 formules, la haut de gamme et le bas de gamme se font plus qu'avant. Je ne dis pas que c'est les majoritaires, mais un peu plus qu'avant, enfin, une sorte de courbe de Gauss inversée. Et puis cette hyper sophistication pour s'adapter et permettre avec plein d'options individuelles, collectives, etc., justement pour que chacun puisse choisir ce dont il a besoin. Après aussi, on disait que pour cette gestion, cette maîtrise des coûts, offrir une meilleure gestion des contrats, en fait, ça permettait aussi finalement d'avoir un impact sur cette maîtrise-là. Peut-être David. Oui, en fait, sur tout ce qui va être au-delà du produit, de la conception de nouveaux produits, dans la gestion des prestations et des sinistres, donc nous, on a identifié 2 leviers. C'est d'abord, évidemment, automatiser la gestion des sinistres et des prestations, donc avec de l'intelligence artificielle, des robots, il y a plein de technologies possibles, mais l'idée, c'est de gagner des coûts de gestion et puis d'améliorer aussi la satisfaction client en liquidant plus vite. Donc là-dessus, on se disait, s'il y a des offres personnalisées, des nouveaux contrats, il faut des technologies en capacité de traiter rapidement ces informations pour calculer les montants de remboursement et donc le faire avec rapidité et fiabilité. Donc ça, c'est un élément clé. Et l'autre levier aussi d'optimisation de gains, donc je voyais nos confrères d'Itelis parler de la fraude. Donc effectivement, la gestion de la fraude, c'est un levier extrêmement puissant, donc qui est maintenant bien connu du marché, mais maintenant en mettant quelques ressources dédiées à la lutte antifraude avec des équipements de solutions qui vont réussir à détecter des schémas extrêmement complexes qui n'auraient pas été détectés par un gestionnaire avec la simple utilisation du logiciel de gestion ou d'un document de prestation, va permettre de réaliser énormément d'économies avec des retours sur investissement de plusieurs dizaines selon les contextes. Et donc là, on vient effectivement limiter déjà les dépenses à tort, augmenter les coûts et l'efficacité des gestionnaires. Et donc je trouve que c'est 2 bons compléments, parce qu'en luttant contre la fraude, on liquide de manière plus juste aussi les prestations. Et donc là, on a un levier d'optimisation extrêmement fort pour justement avoir ce gain opérationnel de productivité également. La prévention aussi, ça permettrait en fait d'arriver par l'anticipation à mieux justement maîtriser les coûts et apporter aussi un service supplémentaire aux assurés. Et ça permet aussi finalement aux assureurs de se différencier. On parle beaucoup maintenant de prévention proactive. Et là, l'analyse de la data, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre justement d'apporter des nouveaux services, ou en tous les cas, et d'être plus précis sur le service à apporter à l'assuré. Yasser, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, le sujet du ROI, de la prévention, est vraiment compliqué à mesurer.
En tout cas, l'expérience que j'ai, notamment en ayant passé 15 ans dans un groupe de protection sociale, c'est la prévention. Ça se mesure, mais surtout en prévoyance et au bout de 10-15 ans. Donc ça veut dire que les investissements qui sont faits, ça met du temps il y a du ROI dans le cadre des branches, donc ça on l'a, en tout cas dans une vie antérieure, dans un groupe de protection sociale, on l'a mesuré. Donc ça c'est un premier volet. Et le deuxième, c'est des cas que certains de mes clients ont eu, mais plutôt pour des groupes de plus de 10 000 salariés. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Sur un des clients de mon client, il me disait qu'il faisait 10 000 salariés. Grâce à un outil de détection des problèmes, ils ont pu éviter 2 AVC. Donc, vous me direz 2 AVC, c'est rien sur 10 000, mais pour les 2 personnes, ça a été quelque chose d'important. Donc voilà, sur un autre client, ils ont fait des programmes pour détecter le cancer du sein ou encore contre l'hypertension. Ils arrivent quand il y a des volumes, où tout est anonymisé et on peut détecter le fait qu'une entreprise, il y a moins que la moyenne des gens qui ont de l'hypertension, donc on fait de l'information, donc les gens sont détectés, mais par contre on le voit qu'en 10 ans en fait, l'impact de l'hypertension. Donc c'est pas qu'un gadget, ça peut sauver vraiment des vies. Après il y a quelques exemples qui montrent que ça a de l'impact, donc du coup l'équilibre. Voilà, en tout cas ce que je peux te dire c'est qu'il ne faut pas lâcher pour les assureurs parce que ça peut avoir de l'impact, mais plus l'entreprise est grande, plus c'est significatif. C'est vrai que sur une TPE de 5 qui n'est pas dans une branche, c'est compliqué de mesurer, surtout en santé. Voilà, en tout cas, le retour d'expérience que je peux vous donner, ayant passé 20 ans dans le monde de l'assurance. Donc là, on a vu un petit peu les différents facteurs qui ont pu impacter le domaine de l'assurance santé. Après, de l'innovation en assurance santé, ça passe aussi par les innovations technologiques. Alors c'est dommage que Philippe soit pas là, mais il me disait que, on est bien tous d'accord sur le fait qu'il y a eu plusieurs évolutions dans le secteur, alors de l'assurance et de l'assurance santé également, que ce soit effectivement le premier sur l'informatisation, la digitalisation ensuite à la fois des processus et aussi du traitement des flux de données. L'open insurance, même si on n'est pas encore pleinement dans l'open insurance, mais qui permet de mieux appréhender le client, et certainement la dernière innovation, et là je pense que tout le monde le partage, c'est l'arrivée de l'IA et l'intégration de l'IA générative dans les différents process des assureurs santé. Aujourd'hui chez FAST, Yasser, vous proposez des technologies, en fait des briques qui vont permettre d'améliorer la chaîne de valeur, et notamment la chaîne de valeur amont sur la partie distribution, enfin souscription-distribution. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? En fait, chez FAST, la complexité réglementaire est vue comme une opportunité. Donc du coup, on a fait des modèles qui lisent notamment les conventions collectives. Vous savez, une convention collective, c'est 300 pages et il n'y a que 2 paragraphes qui concernent la protection sociale. Et donc, du coup, on a des robots qui lisent les conventions collectives et qui identifient les paragraphes, et un autre qui va extraire les données liées à la santé et à la prévoyance et structurer la donnée. Et après, il y a toujours un humain qui regarde aujourd'hui. Donc, du coup, on va aider cette donnée-là pour la mettre au service au moment de la souscription, pour être sûr que quand on souscrit, on respecte toute la réglementation, notamment les minima des branches, mais pas que. Ensuite, dans une deuxième phase, sur la partie choix des garanties, quand on a des formules avec des millions de combinaisons, il faut aussi aider le client final à choisir la bonne option. Je vais vous donner un petit exemple. Quand on a des ados, ça veut dire orthodontie. Quand on habite en région parisienne, ça coûte 1 600 € par semestre. Et donc, du coup, ça aide à choisir la bonne formule qui va à partir de quelques questions, de montrer un reste à charge et de montrer la formule qui va bien. Donc, du coup, on assiste le client dans le choix des bonnes formules les plus adaptées à sa situation. Et voire dans certains cas, on lui dit, là, il ne faut pas prendre ça parce que dans votre région, il n'y a personne qui dépasse tout le monde reste... ne prenez pas la formule frais réels parce que dans les faits, tous les médecins dans votre secteur, ils respectent les plafonds de la Sécu. Donc ça ne sert à rien. Donc dans les 2 sens, ça marche. Puis le dernier point, notamment sur la PSC, c'est
essayer de faire de l'affiliation automatique, mise en gestion automatique, etc. pour gagner dans cette phase un peu compliquée où on passe du monde front avec les technos dernière génération à un monde back parfois datant des années 90 et du coup on fait ce acte d'affiliation, de mise en gestion qui est en automatique. C'est comme ça qu'on va accompagner nos clients. Oui, ce que tu disais, c'est finalement les briques développées par Fast, à la fois ça accompagne le client final dans son choix éventuellement de garantie, mais c'est aussi finalement des outils qui sont utiles pour les RH et pour communiquer vis-à-vis et pour choisir en fait les complémentaires, les meilleurs. C'est exactement ça. On va mettre en place des outils pour que notre client, qui est l'assureur ou le courtier, qui puisse satisfaire ses propres clients. Et donc du coup, un certain nombre de services, comme je disais, sur l'affiliation, la DUE, le fait de dire je trace le fait que je refuse d'être couvert, etc., etc. Donc tout ça, c'est des services qu'on fait au moment de la souscription, qui sont omnicanaux, qui peuvent être soit appelés par le commercial ou le client au moment de la souscription, soit via l'espace client directement une fois qu'il est créé. Donc toi, Daniel, tu t'adresses plutôt avec Insify au TNS, notamment les TNS. Et du coup, c'est un public assez particulier. Et vous avez vraiment des outils qui sont adaptés, qui vont arriver peut-être à les toucher plus facilement. Qu'est-ce que en fait, vous avez développé comme brique pour arriver à répondre à leurs besoins ? On s'adresse aux indépendants et aux TPE, mais c'est vrai que les TPE tombent dans le côté collectif, sur la partie du marché de l'individuel. En fait, parfois, on nous demande quels sont nos principaux concurrents. Et je pense que la réponse est pour la même chose pour tous les professionnels dans l'assurance, sur le marché de l'indépendant, en tout cas, c'est la non-assurance. C'est-à-dire que le marché le plus gros, c'est pas celui qui est chez le voisin, c'est celui qui est chez personne. Et donc, nous, on a essayé de réfléchir à comment toucher cette population, qui est une très grosse population quand même d'actifs français, et qui aujourd'hui n'est pas assurée. On s'est posé la question pour savoir pourquoi elle n'était pas assurée. On a identifié deux principales raisons. La première, il faut être réaliste, il y a un certain manque de confiance envers l'assurance. L'indépendant, déjà, il a l'esprit entrepreneurial, il pense qu'il peut trouver la solution tout seul. Et comme il n'a pas confiance, il va chercher encore plus sa solution seul. Il a une crainte du sinistre, il a une crainte de ce qui peut lui arriver, mais il provisionne lui-même au cas où. Alors, en tant que professionnel de l'assurance, ici, on sait tous qu'il est en train de faire une erreur. Le but du contrat d'assurance, il est quand même là pour ça. On est tous d'accord qu'il fait une erreur, mais lui, il ne sait pas. Et c'est là la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que on essaye de lui redonner la confiance un peu en lui-même et dans l'assurance et dans sa démarche pour s'assurer, en lui expliquant et en lui donnant des choix. Par exemple, sur le marché de la prévoyance, on lui pose certaines questions et on ne lui pose pas d'autres. On ne lui pose par exemple pas la question de la définition du handicap. Une fois qu'il a signalé qu'il avait un handicap, on ne lui demande pas de le définir. C'est une question qui va lui faire perdre confiance et on va le perdre lui-même. Alors nous, en plus, on est en ligne, donc il est tout seul à ce moment-là, même s'il peut appeler nos conseillers, donc on risque encore plus de le perdre. Donc on a fait le choix, par exemple, sur la définition du handicap, d'inclure dans notre produit standard la meilleure option. Systématiquement, la meilleure option est inclue. Et puis sur d'autres questions qui vont avoir un impact pour lui, là, on va lui laisser beaucoup plus le choix. Mais quand on lui laisse ce choix, dans notre funnel de vente en ligne, à chaque fois qu'il va avoir un choix, on va lui expliquer le risque auquel il s'expose en faisant ce choix. Par exemple, s'il fait telle ou telle configuration de garantie, on va lui dire attention, ici, vous avez choisi de peut-être payer moins cher là, mais si ceci se produise, vous ne serez pas couvert ou moins couvert. Donc voilà, je dirais qu'il faut lui redonner confiance en lui donnant le choix, en faisant beaucoup d'éducation, beaucoup de pédagogie, d'avoir des éléments éducatifs un peu partout au moment de la souscription, mais également après. Je rebondis sur ce que tu disais. Nous, on a développé un outil justement qui fait lien entre le TNS et son salarié. Et souvent, on se rend compte que la couverture de ses salariés est plus importante que lui. Et donc, du coup, en lui disant, regardez, voilà, le minimum en cas de décès, les enfants de votre assistant, de votre assistante, ça sera 2 ans de salaire, alors qu'en cas de décès pour vous, c'est toujours compliqué de parler de décès, mais vos enfants n'auront que 15 000 €. Et donc là, il perçoit en fait, l'événement et l'écart de couverture avec la branche. Et donc, cette différence entre le traitement du TNS et le traitement du salarié en France.
Et pour les TNS, pour justement les adresser, est-ce qu'il y a des canaux spécifiques d'acquisition ou finalement c'est des canaux assez conventionnels comme pour les autres assurés? Alors, ça reste quand même... alors nous qui travaillons du coup encore une fois sur des TPE et des indépendants, on voit qu'il y a une vraie... Alors c'est pas blanc ou noir, mais il y a quand même une vraie distinction entre le chef d'entreprise et le petit TNS, l'auto-entrepreneur, le freelance. Il y a une vraie distinction entre les deux parce que le TNS, souvent, finalement, il a une habitude de consommation qui ressemble à celle d'un consommateur et pas celle d'un professionnel. Pourtant, il est en santé exposé à énormément de risques financiers sans avoir beaucoup de connaissances de ces risques financiers. Donc il y a un vrai travail de pédagogie sur le TNS et puis sur la manière de l'attirer, puisqu'aujourd'hui quand même la moitié qui ne sont pas assurés, donc il faut aussi aller les chercher là où ils sont. C'est une population qui est très variée, avec des milliers de métiers, des métiers qui n'existaient pas hier, des nouveaux métiers qui commencent beaucoup. C'est une vision qui est très horizontale, là où souvent dans l'assurance on a une vision très verticale, par silo, par groupe de métiers, par convention. Sur les TNS, on a une approche qui est très horizontale. Et donc nos stratégies d'acquisition sont aussi du coup très variées. Alors Google et les réseaux sociaux sont très largement les deux premiers, mais il y en a vraiment plein d'autres. Alors je garderai quelques secrets pour moi là-dessus, mais voilà, on voit, c'est vrai que Google et les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux sont beaucoup plus importants pour les TNS qu'ils peuvent l'être pour n'importe quelle autre entreprise. Alors, hélas, Philippe n'est pas là pour nous parler des systèmes, son système de remboursement notamment, et le fait qu'effectivement l'Open Insurance va pouvoir améliorer cette partie-là. Mais du coup, David, on va parler avec toi plutôt finalement de la gestion du contrat et aussi de la gestion de la fraude pour l'assurance santé. Je te laisse développer. Oui, tout à fait. Donc, chez Shift, en fait, on adresse l'ensemble des lignes métiers du secteur, mais si je me focalise aujourd'hui sur la santé, l'objectif, ça va être avant tout de faire gagner des économies à nos clients. Si je me focalise sur la fraude et l'automatisation de la gestion, je mets de côté la partie lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui est plutôt un poste de coût pour les assureurs, mais qu'on cherche à optimiser. Et en termes de lutte antifraude, en fait, l'objectif avec nos technologies d'IA, ça va être de pouvoir couvrir tous les différents types de flux, tous les différents types de données et aussi de documents, qui, avec l'émergence de la fraude documentaire, doit être un centre d'intérêt, et appliquer donc des algorithmes d'intelligence artificielle, des technologies de machine learning pour remonter des alertes pertinentes auprès des assureurs qui puissent être ensuite traitées et analysées avec des transformations en économie suffisamment élevées pour que l'ensemble du processus de gestion soit efficace. Et ensuite, derrière, pouvoir couvrir la chaîne de gestion et de liquidation de la prestation avec une lecture des garanties de contrat, procéder à la liquidation le plus rapidement possible avec des niveaux de service de plus en plus élevés. Et donc, nous, notre objectif, c'est aussi d'utiliser comme levier l'intelligence artificielle générative qui est, dans notre contexte aujourd'hui, plutôt utilisée pour l'exploitation des documents. Et on travaille aussi sur l'analyse des commentaires de gestion pour pouvoir justement faciliter l'ensemble de la chaîne de traitement et rendre plus efficace ce processus de liquidation. Donc, in fine, je pense que c'est aujourd'hui un axe qui va permettre d'accompagner les assureurs, pas en disruptant le modèle, mais plutôt en les rendant plus efficaces, en essayant d'outiller les humains, puisque chez Shift, notre philosophie, c'est de proposer des outils d'aide à la décision qui sont derrière, on va dire, suivis en production avec nos équipes auprès des gestionnaires pour faciliter l'accompagnement au changement, la prise en main, et aussi faire évoluer ces solutions dans la durée pour qu'on puisse aider les assureurs à se transformer et donc arriver à quand même réaliser des gains sur des processus qui n'étaient pas forcément historiquement très efficaces du fait que nous n'avions pas les technologies pour traiter cette masse de données, qu'elles soient structurées ou sous forme de documents. Plus généralement, si on revient un petit peu sur les innovations technologiques, là je m'adresse à tous les trois. Donc pour vous aujourd'hui, vraiment l'IA de toute façon transforme votre activité et permettre pas forcément de changer vos produits et la proposition de valeur de vos produits, mais finalement c'est plus l'amélioration des briques existantes par l'intégration de l'IA.
Yasser, peut-être Nous, c'est clairement ça. Aujourd'hui, c'est plutôt productiviste. Et ce qu'on a constaté, c'est un bon développeur va gagner 20 à 30% de productivité. Et le moyen ou le pas bon, l'IA le rend encore plus mauvais parce qu'il fait du mauvais code. Donc voilà, donc ça c'est le retour qu'on a. Donc c'est pas une révolution, mais c'est plutôt ça gagne du temps. Et on pense qu'on peut aller jusqu'à 50% sur la partie vraiment développement. Et aujourd'hui, 70% de nos équipes, c'est des équipes de développement. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut gagner en productivité, en pourcentage de ce que peut être les coûts d'une start-up. Donc l'enjeu, il est là. Je te rejoins complètement sur le coût de productivité qu'on gagne grâce à l'IA. Après, si on revient un petit peu plus sur le produit, moi je pense que c'est plus la collecte des data qui nous permet aujourd'hui d'être plus efficace. Alors je reviens encore une fois sur mes TNS, mais c'est un bouleversement du monde du travail, le TNS, et cette niche-là, elle doit être adressée complètement différemment, parce que pour l'assureur, elle est complètement différente aussi, dans le sens où Alors déjà, il y a beaucoup de créations. Tous les ans, il y a plus d'1 million de créations en France, mais il y a aussi beaucoup de disparitions. Donc il faut être capable de gérer ce flux d'entrée et de sortie qui est beaucoup plus fréquent que pour une autre entreprise. Et puis, au-delà d'avoir ces entrées, ces sorties qui sont très, très fortes sur le marché, il y a surtout, c'est un segment qui présente énormément de risques. Il y a plus d'impayés, il y a un plus gros taux de résiliation, il y a plus de fraude. Et donc capter toutes ces datas, c'est aussi pour les équipes produits, les équipes actuariat quand elles les créent, c'est pouvoir intégrer directement ce risque spécifique pour ce segment, d'ailleurs personnaliser leur offre, mais aussi prendre en compte les risques supplémentaires qu'ils représentent pour l'assureur dès le départ. Donc nous par exemple on a fait un choix pour réduire les risques liés aux impayés ou au taux de résiliation trop élevé. Alors ça va choquer beaucoup d'assureurs, mais nos contrats sont sans engagement. C'est-à-dire que c'est 24 heures le préavis chez nous. Si vous voulez résilier, vous nous envoyez un mail aujourd'hui, demain votre contrat il est terminé. Ça donne de la liberté aux clients, ça lui redonne de la confiance, comme je disais tout à l'heure, mais surtout, ça nous réduit nos coûts liés à la gestion des résiliations et à la gestion des impayés. Et ça, c'est des datas qu'on a réussi à capter et à intégrer dans notre tarification. Donc je dirais que voilà, le sans engagement, et puis bien sûr tous les outils technologiques derrière qui vont avec, notamment en back pour gérer tout le flux, c'est ce qui nous a fait améliorer le rapport par rapport au coût du risque. Merci Daniel pour la transition toute faite sur la conclusion et le fait que, oui, bien sûr, la transformation du secteur, donc il y a plein de facteurs qui l'ont impacté. L'innovation technologique, bien entendu, que c'est un aspect déterminant pour l'évolution de l'assurance santé. Mais ce qu'on a dit et ce dont on a discuté en préparant la table ronde, c'est que finalement, l'innovation des modèles économiques de l'assurance santé est aussi finalement quelque chose qui peut être pensé. On disait que l'assurance santé, c'est pas une assurance au sens peut-être de la notion d'assurance classique. Yasser, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? En fait, l'assurance santé, c'est parfois juste de l'avance de frais, on a l'impression. Et donc, du coup, au-delà du côté rationnel, irrationnel, les gens, ils aiment se couvrir, mais en réalité, juste une bonne couverture hospi, parce que ça a le risque, et plus de prévoyance, ça a plus de sens. Donc voilà, en tout cas, à titre perso, c'est ce que je fais, c'est-à-dire plutôt de l'hospi et mettre plus de prévoyance, parce que c'est là où il y a des risques lourds. Et finalement, on peut toujours payer le Doliprane, j'exagère, mais du coup, le vrai enjeu, c'est si on est en invalidité, en incapacité de travail. Et c'est là où on a un vrai souci. Donc peut-être plus en prévoyance et moins en santé, si j'ose dire. Et après, sur les modèles économiques, donc Daniel, tu nous parlais du fait que c'était sans engagement, mais en fait, il y a plein de modèles qui commencent à se développer et qui pourraient être aussi un axe, finalement, il y a un nouveau défi pour l'assurance santé, et notamment, par exemple, le peer-to-peer ou l'abonnement ou le pay as you live. Donc, est-ce que vous pouvez... Comment vous pensez que ces modèles économiques pourraient en tous les cas changer, transformer l'assurance santé et proposer en fait des nouvelles formes de consommation de l'assurance santé par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui? Déjà, on peut dire je pense qu'on n'y est pas encore. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées qui émergent parler d'une piscine d'un pool de garantie, comme on peut aujourd'hui donner un congé à son collègue.
peut-être que demain on pourra... C'était Philippe qui développait ça, mais j'aimais bien l'idée de dire que peut-être que demain, en fait, on pourra donner ses séances d'ostéo de sa mutuelle parce qu'on n'en a pas besoin et récupérer ses remboursements sur n'importe quel autre frais de santé. Les abonnements aussi, c'est quelque chose qu'on voit, c'est des habitudes de consommation qui sont... Alors moi, je parlais de sans engagement, on l'a fait aussi parce que ça correspondait aux habitudes de consommation de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, personne ne prendrait... alors la santé, c'est pas Netflix, hein, mais personne ne prendrait un abonnement... du quotidien avec de l'engagement. C'est quelque chose qui existait il y a quelques années, qui existe quasiment plus du tout. Donc oui, certainement, on va arriver à des nouveaux modèles et il va falloir, de toute façon, forcément, les besoins, les demandes évoluent, donc il va falloir forcément évoluer, mais je pense aujourd'hui, par rapport au produit qu'on a, qui n'est pas hyper différent du produit d'hier, en tout cas, que des innovations vont arriver là-dessus, mais elles ne sont pas encore là. Qu'est-ce qui pourrait peut-être permettre justement d'intégrer de nouveaux modèles économiques et notamment le côté... c'est vrai qu'on a parlé pas mal du peer-to-peer, hein, le partage de garanties et l'échange de garanties selon son besoin. Qu'est-ce qui pour vous pourrait permettre ça? Parce que finalement c'est assez proche de la personnalisation et du fait qu'on choisit ses garanties, éventuellement de ne pas prendre celles qu'on ne veut pas, enfin dont on n'a pas besoin. Oui, on parlait du pay as you live. Donc je pense que l'enjeu pour les assureurs sera plutôt d'être en capacité de traiter la donnée pour arriver à concevoir des offres en temps réel qui soient vraiment personnalisées. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on en est loin. Déjà, c'est la capacité à traiter ce qui rentre dans les systèmes qui sont variés, qui en plus en assurance santé vont s'intégrer avec des opérateurs de tiers payants, des réseaux de soins. Donc c'est comment on arrive à déjà faire adopter des technologies qui couvrent l'ensemble de ce domaine. Et après, c'est de savoir quel va être l'impact de l'analyse et la collecte de ces nouvelles données. Donc Generali a lancé aussi par exemple une application pour suivre le parcours quotidien des assurés. Donc demain, c'est comment derrière ça va venir impacter le contrat directement, au-delà de la récompense sous forme de coupons, des choses comme ça. Et là, ça oblige à repenser vraiment intégralement la définition du produit, comme on le disait. Et je pense que l'intelligence artificielle et les modèles aussi d'apprentissage, de machine learning vont très certainement permettre d'arriver à créer une base du modèle économique. Après, il s'agira de le mettre en pratique, mais je pense que là, il va falloir un bout de chemin à parcourir. Après, il y a le sujet éthique, c'est-à-dire le principe quand même de la mutualisation, c'est de partager. Et donc, du coup, si à un moment, il n'y a plus de risque, c'est plus de l'assurance. Et voilà, donc il y a quand même un sujet aussi éthique à aller trop loin dans la je crois que le temps est terminé, mais d'aller trop loin dans l'hyperspécialisation. Bon, merci à tous les trois, à Philippe aussi, même s'il n'est pas là, mais en tous les cas, il nous a bien aidé pour préparer la table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? En termes de techno, je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir le faire. Après, c'est vrai que l'esprit mutualiste, il protège de ça. Et dans les statuts des mutuelles, on n'a pas le droit de faire des indexations à l'individu, etc. Donc ça, c'est un point. Mais c'est vrai que sur les assureurs capitalistes, il n'y a pas de... Enfin, c'est des choix. Après, le recours au législateur, au fond c'est pour moi, heureusement qu'il y a un législateur qui interdit un certain nombre de choses. Après, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis où il y a l'ouverture complète. Et je n'ai pas la réponse, mais de mettre de l'éthique dans l'IA, c'est bien, mais les Américains, ils prennent de l'avance en n'ayant pas d'éthique. Et donc, je ne sais pas où est le bon curseur. Est-ce qu'il y a des actions au niveau européen, au niveau de la Commission, spécifiquement sur ce sujet-là ? À titre perso, mais en tant que citoyen, moi j'ai trouvé que ce qu'a fait faire Thierry Breton était plutôt
était plutôt positif. Mais malheureusement, il a peut-être dérangé certains, il n'est plus à la commission. Mais voilà, après c'est le rôle pour moi du citoyen de dire non, on ne peut pas accepter qu'il y ait d'hyperspécialisation, enfin, qu'on arrive dans les clusters et qu'il faut accepter que même le fumeur, il ne puisse pas avoir des surprimes qui soient complètement délirantes. Et il ne faut pas tomber dans la génétique où il y a où on est capable de prédire des maladies génétiques avec des probabilités. Si demain on vient avec un test génétique pour avoir une réduction dans la prévoyance dans la santé, c'est bienvenu un cataka. Donc voilà. Après vraiment, là je parle en tant que citoyen, je crois à l'éthique et je crois que le législateur doit prendre ses responsabilités là-dessus et interdire. D'ailleurs, c'est interdit de faire en France. Mais après les gens ils font la salive et ils l'envoient aux États-Unis et donc c'est difficile de contrôler. Il y a eu des tests chez certains assureurs qui ont essayé de le faire, des réassureurs qui ont essayé de le faire, mais face au tollé, ça s'est arrêté. En disant, vous ne couvrez pas là-dessus parce qu'on a vu votre test génétique. Et pour $100 aujourd'hui, on a des bilans qui sont plutôt bien faits. Mais voilà, l'éthique, voilà, ça dépasse le cadre de l'UNICERTEC, puisque la techno, elle est disponible aujourd'hui. Et il y a vraiment des maladies, notamment sur le cancer, où on peut prédire de manière très précise certaines maladies. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'il faille l'utiliser. Bon. Merci à tous les trois. S'il y a davantage de questions, je vous invite à venir interpeller nos intervenants. Ben, merci.